Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable, et pour autant florissante. J'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode tous les 15 jours et vous faire ainsi découvrir une grande variété d'initiatives et leurs coulisses. Convaincue que chaque entreprise a ses spécificités, son histoire et son chemin, je ne souhaite pas valoriser un type de démarche ou une méthode, mais bien vous faire partager la richesse et la diversité des convictions et expériences, d'experts, de dirigeants d'entreprise, de toute taille et de tout secteur. Libre à vous d'y puiser ce qui vous inspire. Et si cela vous plaît, pensez à le partager et notez le podcast sur iTunes, car ça m'aide à faire connaître et valoriser ces pratiques. Ça m'encourage aussi à continuer ce podcast. Ce podcast vous est présenté par Conversation. Conversation accompagne les entreprises pour leur permettre d'impliquer et enthousiasmer leurs équipes, de faire de leurs collaborateurs leurs meilleurs atouts et leurs premiers ambassadeurs. Pour les 2 prochains épisodes, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Mosselin, directrice des ressources humaines chez LS Service. LS Service propose des services à la personne. LS Service est une société coopérative, une SCOP, créée en 1995, dont le siège est situé dans le Rhône. Elle comptabilise 650 salariés répartis sur 10 établissements, situés pour 2 d'entre eux autour de Paris et le reste dans la moitié sud de la France. LS Service a débuté son activité par la réalisation des relevés des index de compteurs d'eau, puis des relevés d'index de compteurs électriques et de gaz, et est donc amené à faire évoluer ses métiers, comme vous pouvez le deviner, proposant aujourd'hui à la fois la livraison de colis et l'installation de répartiteurs de frais de chauffage. Évolution des métiers sur laquelle Géraldine reviendra. Géraldine est également lauréate de nombreux prix qu'elle considère essentiels, avant tout pour faire reconnaître les valeurs RH des entreprises qui l'emploient et le travail des équipes qui l'entourent. Prix qui en disent long sur sa conviction, que vous pourrez découvrir en l'écoutant. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci de m'accorder donc cette interview aujourd'hui. J'avais très envie de vous interviewer pour différentes raisons, pour votre parcours, pour ce que vous défendez après vos parcours, dans votre parcours, pour vos convictions. Donc déjà, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, vous présenter, expliquer un petit peu donc qui vous êtes, quel a été votre parcours brièvement, et puis après je vous poserai quelques questions. Oui, pas de problème. Donc Géraldine Mosselin, je suis directeur des ressources humaines. J'ai commencé, on va dire, j'ai pas un parcours linéaire comme peuvent avoir certaines personnes, parce que je suis pas passée tout de suite dans les ressources humaines. En fait, après mon bac, j'ai fait un BTS plutôt en gestion. Suite à des rencontres, j'ai fait plutôt un parcours plutôt dans le commercial et le marketing. Et en fin de compte, jusqu'à dévier, de travailler, puis après dévier dans les ressources humaines. Donc j'ai repris en fait mes études pendant que je travaillais, après 5 ans de travail. Donc j'ai assuré mon travail pendant que je faisais mes études, jusqu'à avoir mon bac +5 en ressources humaines, et pour pouvoir en fait accéder à des postes plutôt en ressources humaines. Donc voilà. Et pourquoi les ressources humaines? Parce que par rapport au métier que j'avais, en fin de compte, qui était plutôt dans l'intérim, j'avais beaucoup de RH ou DRH au téléphone ou en visu. Et quand ils m'expliquaient ce qu'ils faisaient dans leur métier, en intérim, on fait des ressources humaines, c'était vrai que c'était quelque chose qui me plaisait. J'avais fait une partie RH, mais qui était très ciblée droit et qui m'avait pas forcément très plu. Et en fin de compte, avec ces rencontres et ces gens passionnés, ça m'a permis en fin de compte de me dire c'est peut-être le métier que je veux faire. Donc je me suis donné les moyens pour le faire. Donc c'est pour ça que j'ai repris ces études aussi. Ça a été un sacrifice aussi financier de temps pour moi, mais que je ne regrette pas du tout. Et ça m'a permis après d'accéder à des postes intéressants, de rencontrer des gens intéressants et de passer par des entreprises qui m'ont apporté beaucoup. Et vous avez, alors d'abord bravo pour ce parcours, pour avoir repris vos études aussi, parce que c'est toujours très courageux. Et ça vous a permis de faire quoi? C'est-à-dire d'accéder à ce poste de ressources humaines. Vous avez eu le sentiment que vous pouviez contribuer à quoi? Déjà, ne pas avoir peut-être un parcours
peut-être plus standard. C'est vrai que ça m'a permis d'aller, on va dire, sur des postes où j'avais un peu plus de recul. Ça m'a permis aussi de réfléchir différemment, plus axé aussi peut-être. Je pense qu'on a, voilà, quand on choisit les postes en RH, c'est qu'on a un certain feeling, donc se dire bah voilà, je vais sur feeling et je ne me suis peut-être pas trompée non plus. Ça m'avait apporté, on va dire, plus de justesse dans mon choix et ne pas avoir de regrets après plus tard. Je crois que c'est ça. Je pense que Parce que vous aviez envie de contribuer à quoi? J'avais envie de contribuer, on va dire, à mettre le capital humain dans le centre des décisions, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend de l'entreprise avec laquelle on travaille et le poste qu'on a. C'est de se dire aussi, moi je viens de parents qui ont été ouvriers, donc j'ai commencé à travailler assez tôt. Mes parents m'ont dit si tu veux te payer ça, mettons, nous on peut pas le faire, donc si tu veux ça, faut que tu travailles à côté. Donc j'ai tout de suite travaillé pendant les vacances scolaires et je pense que ça m'a donné aussi peut-être la justesse aussi du travail, savoir ce que ça voulait dire travailler, sur des postes aussi. Pour moi, on n'a pas un poste meilleur que l'autre, on contribue tous à la marche de l'entreprise, à son niveau, et je crois aussi, ça a été ça aussi, c'est dire, j'ai ce recul, j'ai peut-être cette appétence aussi, et par rapport à ma famille, à mon environnement familial, pour moi, un ouvrier de production est aussi important qu'un cadre, parce que on contribue tous à la marche de l'entreprise. Je crois que c'est ce que mes études et mon cadre familial m'ont apporté. Et vous le traduisez comment dans votre métier au quotidien, ça? Je pense que je suis assez simple dans ma façon de faire. Je prends pas les gens de haut. Quand on arrive, admettons, dans mon bureau actuellement, on ne sait pas qui est le DRH des autres personnes. Je suis sur un open space et ça a été un choix de ma part de l'être, parce que je trouve que le travail en équipe, c'est ce qui apporte le plus. Il y avait un proverbe chinois qui dit que lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que j'y crois vraiment et je trouve qu'on avance grâce aux autres. Et voilà, c'est une de mes valeurs et j'essaye aussi de m'y tenir et de travailler en simplicité avec les autres. D'accord. Et comment en tant que DRH vous permettez justement à ce proverbe chinois de se réaliser? C'est vrai qu'on n'a pas forcément un poste le plus facile au monde. Quand on va voir la DRH ou les DRH ou les RH, soit on a un problème, soit à un certain moment, dans notre job aussi, il y a ce côté aussi négatif où on peut arrêter un contrat de travail. Il faut aussi y penser. On a cette double face. Je sais que même si on en arrive là, c'est qu'on a mis tous les moyens possibles, imaginables pour que la personne puisse évoluer sur son poste, puisse évoluer dans l'entreprise, et qu'au bout d'un moment, il y a une fracture entre les deux. Et l'accompagnement, on accompagne les personnes quand elles rentrent dans l'entreprise, on les accompagne aussi quand elles sortent de l'entreprise. On les accompagne aussi en simplicité, en les respectant et en étant sincère avec eux. Et je pense que j'essaie de mettre ça en place, même si c'est pas toujours facile, mais j'essaye de respecter ces valeurs. Et je reviens sur un point que vous avez abordé en disant on a tout fait pour qu'il évolue dans l'entreprise et sinon il y a une fracture. Mais est-ce que vous pensez qu'un départ c'est forcément une fracture? Est-ce que c'est pas parce que si vous avez bien développé quelqu'un et que du coup il s'envole ailleurs? Oui, le rôle aussi il est là. Moi je suis manager d'équipe aussi et je dis toujours que je forme aussi mes collaborateurs à évoluer dans l'entreprise ou ailleurs. Moi j'ai évolué dans d'autres entreprises aussi parce qu'à un certain moment je trouvais plus d'intérêt ou mon développement ne pouvait plus se faire dans l'entreprise, non pas qu'on se s'entendait pas, donc l'environnement était négatif, mais par rapport à mes aspirations aussi, il y avait plus cette cette façon de faire. Donc je forme aussi les collaborateurs pour qu'ils évoluent en général dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. On essaie de leur donner toutes les compétences aussi possibles. Tout à l'heure, vous parliez de mettre l'homme justement au cœur de la stratégie.
comment on fait en tant que DRH pour être entendu sur ces sujets? Est-ce que vous êtes membre du comité de direction? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Sinon, comment est-ce que vous faites? Ça va dépendre de la structure d'entreprise. Moi, je travaille dans des entreprises assez industrielles qui n'avaient pas de service RH au début. Donc, il faut s'imposer. En plus, je dis toujours, ça fait sourire, mais c'est vrai. Je suis une femme, je suis petite et blonde. Donc, j'ai tous les stéréotypes qui arrivent. Donc, il faut s'imposer. Expliquer aussi à quoi servent les ressources humaines, surtout dans une entreprise qu'on n'a jamais eue. Donc, c'est à force de travail, de démonstration, de simplicité, d'essayer de créer de l'esprit d'équipe et de montrer qu'on est engagé. Après, quand une entreprise a déjà eu un DRH et que connaît, on va dire, la mise en place des ressources humaines, il a peut-être moins cette façon de s'imposer en disant les ressources humaines sont importantes, surtout dans un comité de direction, parce que c'est de fait. Le RH, il est évident qu'il est de fait dans les comités de direction. Actuellement, moi, je suis pas membre du comité de direction. Je suis directeur de service. On n'est pas nombreux. Par contre, je ne suis pas membre du comité de direction. Le pourquoi, je suis dans une SCOP. Et dans les SCOP, en fait, les comités de direction, il n'y a que les associés qui peuvent y accéder. Pour être associé, il faut avoir plus d'1 an d'ancienneté, proposer sa candidature aux associés qui vont voter ou pas pour vous. Moi, je suis rentrée en mars 2018. Donc, j'ai eu mars 2019 1 an et la prochaine assemblée générale se fait fin mai. Donc, j'ai proposé d'être associée. Et à partir de là, quand je serai associée, je pourrai présenter ma candidature pour être membre du comité de direction et seuls les associés peuvent vous élire ou pas en tant que comité de direction. Donc, c'est pas parce que vous êtes directeur de service que vous êtes automatiquement membre du comité de direction. Vous pouvez être releveur de compteur ou technicien de pause. Vous pouvez être aussi membre du comité de direction. C'est pas votre statut qui est de droit, c'est les associés qui vont voter pour vous. D'accord. Et voilà. C'est pour ça que les SCOP sont assez différentes des autres. Effectivement. Et vous, est-ce que ça change votre façon d'exercer votre métier, le fait d'être dans une SCOP? Ça change, oui. Le pourquoi, et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre une SCOP aussi, c'est que les valeurs et l'humain n'est pas forcément mis pareil au centre des décisions. Nous, on est une SCOP où on n'est pas obligé d'être associé pour travailler. Les SCOP, c'est une obligation. Nous, c'est la personne qui le souhaite, donc doit avoir ses 1 an, doit postuler, donc faire une lettre de candidature, et c'est les associés qui votent. Donc, comme quoi, la personne peut être associée ou pas. Donc, c'est tout donc le capital humain, il est là. En plus, ça a été une création quand en 95 la SCOP a été créée. Ça a été un choix d'être créé en SCOP. Souvent, dans la tête des gens, on pense que c'est une société qui allait mal. Les salariés ont racheté pour pas que la société coule. C'est pas forcément le cas. Et l'objectif, en fin de compte, des créateurs de cette de la SCOP, ça a été vraiment de se dire, il a un capital humain, il y a des gens qui travaillent et on a envie vraiment que les gens participent au développement. C'est plutôt cette démocratie des membres, une participation de tous les acteurs, un engagement vers la communauté, on dit toujours, mais c'est vraiment dans ce sens. Donc ça change notre façon de faire, parce que moi je gère des salariés, donc ils sont aussi pour certains associés. Ça n'a pas changé parce qu'ils sont associés que je vais mieux les traiter ou pas, il n'y a pas de souci. Mais on se retrouve vraiment avec une dimension humaine qui est plus importante au sein des SCOP. Ouais. Et on essaye aussi que les salariés s'impliquent dans l'épanouissement de leur entreprise. Et le management est beaucoup plus participatif. Donc vous voyez une différence? Oui, moi je vois une différence certaine. On gère vraiment pas pareil. Il a ces relations qui se font plus simples. On va dire l'encadrement, c'est pas vraiment une pyramidale. Il a vraiment cette participation aussi des collaborateurs. Je les trouve plus autonomes aussi dans leur prise de décision.
même dans les relations sociales, quand on parle avec un comité d'entreprise, ils ont ce double aspect dans leur tête à chaque fois en disant c'est bien pour le salarié, mais est-ce que c'est bien aussi pour la scope? Parce que l'objectif aussi, c'est que la scope, elle perdure. Donc oui, donc ça les met dans cette posture assez naturellement de contributeurs à l'avenir de l'entreprise, en fait. Oui. Et c'est vrai que c'est important. Ouais, donc ça peut être un modèle à choisir pour des dirigeants qui ont cette envie de mettre de travailler différemment et de jouer sur la structure par rapport à ça. Oui, voilà. Après, nous, c'est vrai qu'il y a un principe aussi qui est en interne, c'est une chance pour tous. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué qui n'avaient pas de diplôme. Le diplôme, il est moins important ici. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont été releveurs trompeurs et qui maintenant sont directeurs administratifs et financiers. Donc ils ont eu cette évolution que la scope leur a permis. Ils ont refait des études, ils se sont réinvestis différemment. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont évolué, et pas forcément avec un diplôme de base. Et je trouve aussi que on a des parcours extrêmement divers, chacun, et c'est la diversité chez le service qui fait sa richesse. Mais vraiment. D'accord, donc c'est vraiment, c'est assez exacerbé dans le format de la scope. Sachant que pour avoir, d'ailleurs, sur interview précédente à la vôtre, j'ai interviewé un dirigeant de scope. Qui c'est un peu c'est le hasard, hein. J'ai pas du tout cherché, c'est vraiment le hasard. Non, il y avait mais comme quoi, si ça émerge dans mes contacts, c'est bien que c'est bien qu'il y a un côté intéressant. Et c'est vrai que moi-même, je connaissais beaucoup la scope sous l'angle reprise par des collaborateurs et non pas comme choix délibéré, ce qui est le cas de l'autre entreprise également. Choix délibéré de la direction. Et donc effectivement, c'est intéressant. Maintenant, je voulais revenir sur autre chose. Vous avez parlé de votre rôle de femme en tant que dans les RH. Là, je pense que scope ou pas scope, les stéréotypes, ils ont la vie dure un peu partout. C'est un autre sujet. Enfin, vous allez nous dire. Et puis, je voulais revenir aussi sur le fait que vous avez eu plusieurs awards, donc plusieurs récompenses en tant que woman dans les HR, donc parce que c'est des titres anglais, mais donc en tant que femme dans les ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous dire, j'imagine que vous êtes fière de ces prix, pourquoi, ce que ça représente pour vous, et puis pourquoi est-ce que vous avez concouru finalement? Alors, moi c'est vrai qu'au départ, le premier prix que j'ai vraiment gagné, ça a été en 2011. C'était sur les femmes de l'économie, mais le domaine ressources humaines. Et au départ, ça s'est fait... c'est une collègue de mon entreprise qui est venue me voir en disant marketing, en disant tiens, Ina, tel prix, est-ce que tu veux concourir? Moi, je suis extrêmement mal à l'aise en fait, toujours de me mettre en avant. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que je pense que j'ai pas envie de forcément briller ou de montrer tu vois, moi j'ai eu ça et toi t'as pas, etc., etc. C'est pas dans ma façon de faire, c'est pas dans mon ADN, on va dire. Donc au départ, je lui ai dit je sais pas trop, je vois pas ce qui est intéressant en plus dans mon parcours en RH. Elle m'a dit elle est tente, elle m'a poussée, donc on a fait tout le dossier et j'étais sélectionnée, on va dire, dans les dossiers et en fin de compte, j'ai gagné le prix de la femme de l'économie au niveau des ressources humaines dans la région Rhône-Alpes. Ça se faisait par région à l'époque. Donc oui, on est fiers parce que moi je trouve toujours qu'un prix, c'est pas forcément personnel. Quand on fait des ressources humaines, c'est aussi le service avec lequel vous travaillez, parce que vous pouvez rien faire seul. Et puis c'est l'entreprise aussi qui vous a permis, ou des personnes qui vous ont permis d'y accéder. Donc ça, c'était important de le mettre en avant. Et puis dans la même entreprise, c'est vrai qu'on a concouru pour d'autres prix au niveau RH sur l'égalité professionnelle, etc. Pas forcément les croyants, mais en se disant tiens, ça pourrait aussi montrer aux collaborateurs que notre façon de faire, ou ce qu'on essaye de mettre en place, c'est aussi pour leur apporter quelque chose. Je crois que ça a été aussi pour communiquer en interne. Et dans cette société, c'est vrai qu'on avait gagné quelques prix sur l'égalité professionnelle, hommes-femmes, etc. La formation, parce qu'on avait des gros budgets de formation qu'on mettait en place pour faire évoluer nos collaborateurs. Malheureusement, la société a coulé, donc elle n'existe plus. Donc on a dû tous chercher du travail ailleurs. Bon, c'était comme ça. Et puis
par hasard, en 2016, j'étais contactée par les organisateurs en disant, on avait mis ce prix RH en attente pendant quelques temps. Cette année, on le remet en place. Est-ce que vous voulez concourir? Et je lui ai dit, non, j'ai gagné une fois, je vais pas gagner deux. Donc, je vois pas l'intérêt. Donc, ils ont un peu insisté en disant, si, parce que vous avez un parcours qui est intéressant, et vos valeurs nous intéressent. Donc, j'ai reconcouru en 2016, fin 2016. Et j'ai gagné le prix de ma région Rhône-Alpes à nouveau sur la partie RH. Et après, il avait on va dire, la partie nationale. Et j'ai été deuxième au niveau national. Donc c'est vrai qu'on est toujours fiers en se disant, voilà, on est arrivé à quelque chose. Fiers aussi pour les équipes avec lesquelles vous travaillez, parce que ce prix aussi il est partagé. En disant, voilà, en RH on fait quelque chose. Et souvent en RH, on n'est pas forcément le service qui est le plus mis en avant. On vient nous voir quand ça va pas, on vient pas nous voir pour nous dire vous travaillez super bien. Donc c'était aussi une reconnaissance des valeurs RH et que les ressources humaines puissent apporter quelque chose. Donc ça c'était intéressant de le mettre en place et de concourir dans ce sens. Donc oui, personnellement c'est toujours une fierté parce qu'on peut pas dire non ça m'intéresse pas. C'est une reconnaissance aussi des fois par ses pairs en disant tiens, ce que tu fais, ton parcours est intéressant, tes valeurs sont intéressantes, ton travail au quotidien est intéressant. Moi, j'ai jamais travaillé dans des très très grosses sociétés. Je suis toujours restée sur des PME. Donc des fois c'est un peu compliqué aussi parce qu'on n'a pas le même impact financier, c'est-à-dire que on a les budgets, des fois on a des problématiques budgétaires. Parce que voilà, on n'est pas aussi gros que ça, et qu'il faut des fois trouver aussi des moyens pour arriver aussi à motiver les collaborateurs ou à développer certains projets RH sans forcément avoir les moyens nécessaires à côté. Donc on est adepte du CSMD. Je crois que c'était ça aussi en disant en fin de compte ce que tu fais c'est pas aussi mal que ça, quoi. Donc voilà, c'était plutôt pour ça. Effectivement, mais vous avez aussi une autre victoire. Alors là, c'est pas à titre de DRH, c'est l'entreprise qui a eu, donc à la service, votre entreprise actuelle, qui a eu une victoire du capital humain à Lyon aussi. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est un autre prix? Alors ça, c'est un autre prix, c'est pour les entreprises en croissance. C'était comment on a géré, en fait, la croissance de l'entreprise, mais ici, c'était aussi au niveau des ressources humaines, en fait. Bien sûr. Donc moi j'ai été assez surprise au départ, c'est qu'on nous a contactés en nous disant est-ce que vous voulez concourir à ce prix. Moi je leur ai dit vous êtes sûr, on a une scope, habituellement on n'est pas très connu, habituellement c'est pas très vendeur. Je m'appelle pas ni EDF ni Orange parce que c'est des groupes très connus. Par contre, je sais pas si on peut être très intéressant. Ils nous ont dit si, on n'a jamais une scope à concouru, donc essayez, on sait jamais. Donc on a monté tout un dossier en montrant comment gérer la croissance, parce que c'est vrai qu'on doit gérer une grosse croissance. Depuis, on est à maintenant plus de 800 personnes. Donc 2015, ça commence avec 2 personnes. 95, excusez-moi, avec 2 personnes. Oui. Et voilà, on est vraiment sur une croissance rapide. Donc on a fait un dossier par rapport à nos valeurs aussi, par rapport à comment nous voyons les ressources humaines. Dans une scope, les ressources humaines aussi, des fois, c'est un peu antinomiste aussi, parce que la scope, c'est les salariés qui la gèrent, et les ressources humaines, il y a ce côté aussi plus droit social, plus mise en place, etc., etc. Donc des fois, c'est un peu antinomique, mais comment on gère aussi les choses, comment on a fait évoluer les personnes, etc. Et c'est vrai qu'on a gagné dans notre catégorie entreprise en croissance. Donc on a été assez fiers, assez émus aussi, que d'autres personnes reconnaissent déjà un statut scope comme une société, on va dire, normale, et qu'on nous reconnaisse aussi par rapport aux efforts et que tous les collaborateurs ont pu faire pour emmener la scope là où on en est actuellement. Donc oui, c'était assez émouvant. C'était émouvant aussi parce que je pense que ça faisait 1 an que je travaillais dans la structure et je voulais remercier aussi
les personnes qui travaillent dans mon service, mais des personnes avec lesquelles je travaille tous les jours, et leur dire toute l'admiration que j'avais pour eux, parce que ils étaient releveurs. Certains ont beaucoup évolué sur des postes qui sont en responsabilité maintenant, avec toutes les contraintes qu'ils ont pu faire face. Et je trouve qu'ils ont des parcours qui sont merveilleux et que c'est des personnes qui sont merveilleuses. Donc c'était aussi l'occasion de leur dire, vous voyez, en fin de compte, peut-être que des fois vous vous sous-estimez, mais pas du tout. Vous êtes là, vous êtes reconnus, et moi aussi, pour moi, voilà, j'ai une reconnaissance aussi énorme vis-à-vis de vous. Cela vous a plu ? N'hésitez pas à me le dire et le partager. À noter l'épisode également. Quelques étoiles sur iTunes, 5 pourquoi pas, me permettent de faire connaître ces initiatives et m'encouragent à poursuivre ces partages. Quelles sont les actions à mettre en place auprès des collaborateurs pour accompagner la croissance ? Question intéressante, n'est-ce pas ? Ces réponses le sont tout autant. Je vous invite à patienter un petit peu, 2 semaines, et à découvrir ces réponses dans le prochain épisode.